de vous présenter. Mais enfin, est-ce bien nécessaire? Ça me semble, à vrai dire, assez superflu, étant donné que tout le monde sait à peu près qui vous êtes. Tout le monde connaît celui qui est aujourd'hui le député des Yvelines, qui a été conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. En revanche, ce que j'aimerais faire, c'est, au nom de beaucoup de personnes dans cette salle, vous remercier. Vous remercier d'abord pour votre liberté, cette indépendance d'esprit que vous avez mis au cœur de votre action politique. Peut-être parce que l'un des modèles historiques qui vous inspire est celui qui sut rester libre quand la France était occupée, celui qui sut redonner à la France sa liberté et qui sut se battre pour préserver son indépendance, et c'est lui surtout, et c'est peut-être le plus essentiel, celui qui sut laisser son poste de président de la République et affirmer par là sa liberté quand d'autres s'y seraient accrochés, ou que d'autres aujourd'hui s'y accrochent déraisonnablement. Ensuite, merci, du fond du cœur, merci pour cette cohérence dont vous avez fait preuve dans votre rapport à l'Europe et à l'Union européenne. Vous avez voté non pour Maastricht, vous avez voté non ensuite en 2005. Vous avez su dire non quand beaucoup d'hommes politiques n'y parviennent pas. Et pour cela, soyez remerciés. Je voudrais vous remercier aussi, au nom de beaucoup de personnes, pour cette épaisseur culturelle, cette densité culturelle dont on parlait, et que vous savez insérer au sein des discours, de nombreux discours, et notamment de Nicolas Sarkozy, et faire ainsi résonner les accents de nos penseurs à l'oreille de millions de Français. Et je me souviens en particulier, et je pense qu'on est nombreux à s'en souvenir, d'un discours que vous avez prononcé en 2013, en mars 2013, avenue de la Grande Armée. C'était un jour froid, il faisait froid, on peut dire, et en notre nom à tous, vous avez crié assez. Je pense que, voilà, nous sommes nombreux à nous en souvenir, et je vais vous citer, je vous prie de m'excuser si je n'arrive pas à restituer l'accent et le souffle arlésien. Assez de voir démolir ce que nous avons de plus cher. Assez de voir démolir notre culture, notre civilisation, notre identité. Oui, notre identité, ce mot ne nous fait pas peur. Serait-il donc condamnable qu'un peuple vienne préserver ce qu'il a mis 1000 ans à construire à force d'intelligence et de travail, et qu'il a de plus beau et de plus grand? Assez, oui, assez, j'ai assez parlé, et je vous laisse la parole. Mes chers amis, je voudrais d'abord remercier les responsables de l'UNI et de Sens Commun de m'avoir invité ce soir à vous rencontrer. Je voudrais vous remercier aussi pour eux, pour moi, d'être venus aussi nombreux sur un thème qui, longtemps, n'a pas été à la mode. Car enfin, je me souviens de tous ceux qui nous traitaient de ringards, de passéistes. Chaque fois qu'on prononçait le mot de nation, le mot de patrie, le mot de république, alors tout à l'heure on a disserté sur la république et la nation. Vous savez, en France, le mot république, ça n'est jamais, quand c'est employé avec son vrai sens, ça n'est jamais que l'autre nom que nous donnons à la nation, très exactement comme à Rome dans l'Antiquité, on disait la République pour dire Rome. La République, c'est pas quelques valeurs jetées au gré du vent qu'on ressort à chaque fois qu'il y a un attentat, ou à chaque fois qu'on veut démolir ses adversaires politiques. Je dois dire que j'en ai plus qu'assez
d'entendre dévoyer ce beau mot par ceux qui n'ont cessé depuis des décennies de l'abaisser et d'en renier tous les principes. Car enfin, pour nous, Français, la République, ça veut dire unité et indivisibilité de la nation. Les gens qui en parlent tant aujourd'hui, croient-ils encore à la nation, à son unité, à son indivisibilité? Comment ceux qui nous parlent de la République tous les jours et qui veulent que nous ratifions la charte des langues régionales et minoritaires, aiment-ils vraiment la République? Aiment-ils vraiment la nation une et indivisible? Alors je sais bien, les régionalismes sont à la mode, surtout les lendemains d'élections régionales. Vous savez, l'année dernière, il y a eu une proposition de loi déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, proposition de loi de révision constitutionnelle pour faire adopter la charte des langues régionales, dont je vous rappelle l'histoire, elle a été ratifiée elle a été signée dans les années 90. Lionel Jospin voulait la faire ratifier. Jacques Chirac a saisi à l'époque le Conseil constitutionnel, qui a rendu le pire avis qu'il n'ait jamais rendu, enfin le pire, je veux dire le plus sévère, parce que dans le concours du pire, le Conseil constitutionnel, on va pour la soirée. Mais en l'occurrence, l'avis le plus sévère expliquait que c'était totalement contraire au principe d'indivisibilité de la nation, et pour cause, si nous acceptions ce texte, même avec toutes les réserves que le gouvernement avait imposées à l'époque pour accepter de signer, même avec ces réserves, ce serait la première fois dans notre histoire depuis 200 ans que nous reconnaîtrions juridiquement des droits à des minorités. Alors ces minorités, elles peuvent être régionales, elles peuvent être aussi, comme son nom l'indique, d'autres minorités. Car enfin, une fois qu'on parlera le breton en Bretagne, le provençal en Provence, le basque au Pays basque et l'alsacien en Alsace, y compris pour faire ces formalités administratives, car ça viendra, eh bien, nous aurons des minorités qui iront voir la Cour européenne des droits de l'homme, non pas au nom de la charte des langues régionales, mais au nom de la Convention européenne des droits de l'homme, et qui diront, eh bien voilà, il y a en France une discrimination par la langue, puisque les uns ont des droits et les autres non, et il y a fort à parier que le jour ou l'autre, la Cour européenne des droits de l'homme leur donnera raison, et donc nous aurons non seulement le breton, le basque, mais nous aurons aussi toutes les autres langues de toutes les autres minorités, et nous aurons enfin reconnu, c'est la modernité, n'est-ce pas, c'est le progrès, nous aurons enfin reconnu les minorités en France. Nous ne serons pas d'abord français, nous ne serons pas uniquement français, nous serons toutes sortes d'autres choses. On s'est ému un jour de voir un journal parler des juifs français. Oui, on aurait dû parler des Français juifs. Eh bien, demain, si nous continuons sur cette voie, nous parlerons des juifs français, des musulmans français, des catholiques français, des protestants français, des laïcs français, et nous deviendrons ce que nous avons toujours refusé d'être, ce contre quoi toute notre histoire s'est dressée, c'est-à-dire une juxtaposition de minorités et bientôt de tribus, au lieu d'être un seul peuple, une seule nation, avec une seule citoyenneté. J'écoutais avec attention tout ce qui a été dit, souvent très bien dit, tellement d'ailleurs que j'ai peu à rajouter sur ces sujets, mais quelques remarques qui me viennent à l'esprit. Jean Séguier a dit quelque chose que j'ai été particulièrement sensible dès le début de cette réunion. Il a parlé du rôle de l'État dans la construction de notre nation. Et c'est peut-être l'un des messages les plus importants de cette soirée, en tout cas à l'adresse des hommes politiques. Nous ne reconstruirons pas notre nation, qui ne voilons pas la face est en train de se défaire, si nous pensons que nous allons le faire en abaissant l'État. Alors,
moi je n'ai jamais été un partisan de l'étatisme. Mais cette idée qui germe dans une partie des esprits de la classe politique, y compris d'ailleurs dans ma propre famille politique, selon laquelle l'objectif prioritaire serait de détruire l'État, son autorité, est une idée folle. C'est une idée folle. C'est l'État qui a fait la France. Et sans l'autorité de l'État, la France se défera. Alors, on ne peut pas d'un côté dire vanter les mérites de la nation, de la République, et puis de l'autre côté expliquer qu'il faut se débarrasser de l'État. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le réformer. Mais vous savez, s'il est si obèse aujourd'hui, s'il y a autant de bureaucratie, c'est parce qu'il y a aussi peu d'État et d'autorité de l'État. La bureaucratie, elle grandit au fur et à mesure que l'État s'affaiblit. L'État gaulien était beaucoup moins lourd, il était beaucoup plus grand. Vous voyez, ce sont tous nos renoncements qui nous ont conduits à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je ne sais plus qui a dit qu'il faut faire confiance aux initiatives de la société civile. Oui, mais pardonnez-moi de vous dire que cela ne me suffit pas. Et cela ne suffira pas. La question politique, elle est bel et bien posée. On peut préférer rester chez soi le jour des élections. On peut préférer vider ses colères dans l'urne. Mais la question politique, elle est posée. Ou bien nous aurons la politique que nous voulons, ou bien nous aurons la politique que nous aurons méritée. Car enfin, les peuples ont toujours, en fin de compte, la politique qu'ils méritent. C'est parce qu'ils ne sont pas capables de se lever, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de prendre leur destin en main que les peuples finissent par perdre la maîtrise de leur destin. Vous savez, beaucoup de Français se sont levés au moment de l'affaire du mariage pour tous. Pas assez. La vérité est là, pas assez. Et après, beaucoup de ceux qui ne se sont pas levés viendront se plaindre que la société se défait, qu'une forme de civilisation est en train de disparaître. Lequel a pris garde, par exemple, à l'affaire des noms de famille? Auparavant, le droit commun, c'était que l'enfant portait le nom de famille du père. C'était simple, arbitraire sans doute. Mais c'était le fruit d'un long travail de civilisation. Et voyez-vous, les noms de famille, c'est pas anecdotique. Moi, je voudrais vous parler de beaucoup de choses qui paraissent anecdotiques et qui ne le sont pas. C'est pas anecdotique, c'est dans la question de l'identité personnelle, de sa propre histoire, de la lisibilité de sa propre histoire, sa généalogie. Le nom de famille, ça compte. Vous avez devant vous quelqu'un qui a dû changer pour des raisons qui sont très personnelles, qui a dû changer de nom de famille vers l'âge de 10 ans. Ce fut l'un des pires traumatismes de ma vie. Et vous savez quelle est la règle maintenant? Le droit commun, c'est que si les parents ne demandent rien, eh bien, on donne à l'enfant, par ordre alphabétique, le nom du père et de la mère. Par ordre alphabétique. Je vous laisse imaginer ce qu'il en sera au bout de 3 ou 4 générations, à 2 noms de famille par génération. Vous allez voir comment la société va retrouver un ordre et des repères, et comment la question de l'identité personnelle, individuelle, va être préservée dans une telle société. Je prends volontairement cet aspect du problème, parce que je trouve qu'on n'en a pas parlé, et que ça n'est peut-être pas le moins important de tous. Parce qu'il nous renvoie évidemment à ce qui était la question essentielle, au-delà de nos convictions religieuses. La question essentielle était celle de la filiation. Ça n'a jamais été pour moi une question de vengeance sexuelle. Ça n'a jamais été pour moi la question de savoir si certains penchants étaient plus légitimes que d'autres. Je laisse chacun
en décider en conscience, en fonction de ses propres convictions, mais pour moi la question essentielle, ce fut une question de filiation. Et cette question de filiation, elle est au cœur de la construction d'une société ordonnée, organisée, depuis qu'il existe des sociétés. Troubler la filiation, c'est troubler la société. Cette question de filiation, elle n'est pas seulement biologique. Cette question de filiation, c'est aussi celle dont nous discutons ce soir. Quelle est notre filiation individuelle, notre histoire personnelle et notre filiation collective? Est-ce que oui ou non, nous sommes encore capables, tous ensemble, de former une société, de construire une civilisation, un projet collectif? Oui, car ça a été un peu dit, mais peut-être pas assez. La France est une nation, c'est une république, c'est un État. La France est aussi une forme de civilisation. Oui, elle appartient à un ensemble de civilisations plus vastes, mais elle-même est une forme de civilisation. La France est une forme de civilité, plus encore que de civisme. Oui, la France est un pays politique, mais c'est aussi, j'oserais le mot, un pays philosophique. La France est une idée. La France est, moi, plus encore que la question des valeurs ou de la loi morale, je trouve que, et notre ami philosophe l'a dit tout à l'heure, mais il est passé peut-être un peu vite, c'est un mode de vie, c'est une manière de vivre, c'est un rapport aux autres et au monde, c'est un rapport à la nature, c'est un rapport au droit, c'est un rapport à une certaine idée de l'humanité, une certaine idée de la transcendance. Et la transcendance, ça n'est pas seulement une question religieuse. C'est la religion qui nous a légué la transcendance. C'est la révolution religieuse du monothéisme. Mais depuis, nous en avons fait quelque chose d'autre. Et oui, il ne peut pas y avoir, dans notre conception en tout cas, du monde, de la société, il ne peut pas y avoir de l'homme de véritable civilisation sans un minimum de transcendance. Alors cette transcendance, elle a été dans la religion, elle a été dans le sacré religieux, mais elle a été aussi dans le sacré de la nation, dans le sacré de la République, dans le sacré de la patrie. Car oui, il faut beaucoup de transcendance et beaucoup de sacré pour aller risquer sa vie pour son pays. Je crois que c'est Olivier qui disait tout à l'heure qu'on n'avait jamais autant aimé l'armée. Oui, enfin, je me méfie des sondages. Hein. Je me méfie des sondages et j'observe que nous sommes en train de redécouvrir les vertus militaires parce que nous nous sentons en danger. Je dis nous collectifs. Comme nous redécouvrons brutalement les vertus policières. Hier, j'étais sur un plateau de télévision et on a passé un extrait de déclaration que certains d'entre nous ont peut-être entendu d'un policier qui est rentré l'arme à la main dans le Bataclan au moment où les terroristes y étaient encore et qui, en rentrant, a appelé, passé un coup de téléphone, il a appelé sa femme pour lui dire adieu en disant « Je ne sais pas si j'en ressortirai vivant, mais je ne peux pas faire autrement que d'entrer et d'essayer de tuer ces terroristes. » Ça m'a fait penser à tous ceux qui, à longueur de temps, couvrent la police d'opprobre, comme si le problème c'était la police, et non pas les voyous, et non pas les terroristes, et non pas les extrémistes, non pas les trafiquants. Alors oui, c'est toujours intéressant dans les périodes de crise, comme celle que nous vivons, les valeurs brusquement remontent du fond de la conscience, de l'inconscient des peuples, mais j'espère que nous allons nous arrêter un peu sur cet épisode et sur ce qu'il nous enseigne. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, les hommes politiques oublient souvent que
les choses peuvent toujours mal finir dans la plus extrême violence. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour les autres aussi. C'est-à-dire que la politique, pendant des décennies, c'est vrai pour la droite, c'est vrai pour le centre, c'est vrai pour la gauche, c'est vrai pour toute la politique, a perdu le sens du tragique de la condition humaine, du tragique de l'histoire. Or, la politique existe parce que le tragique existe. La politique, elle a à prendre en première ligne le tragique de l'histoire et le tragique de la condition humaine. Qu'est-ce qu'au fond que le 18 juin, sinon un grand moment politique où l'on jette un refus obstiné à tout ce qui menace d'asservir un peuple ou un homme dans un des moments les plus tragiques de notre histoire. Et c'est peut-être ça le fond du problème. La politique, ayant perdu le sens du tragique, a aussi perdu la capacité et la volonté de dire non à tout ce qui peut nous asservir. Nous ne résoudrons pas le problème du chômage, le problème de notre cohésion sociale, le problème de l'avenir de notre forme de civilisation, simplement en nous mettant autour d'une table, plutôt en mettant autour d'une table tous ceux qui, depuis 40 ans, ont échoué et nous ont amenés là où nous en sommes. Ça n'est pas en mettant en commun leurs idées, leurs convictions, leurs solutions pour faire le pacte républicain un jour contre les uns, un autre jour contre le chômage, et demain, je ne sais pas, contre tous les ennemis de la République, que nous allons sauver la République, réduire le chômage, rendre à notre société un visage civilisé. Vous avez pas entendu ce matin? On va faire le pacte républicain contre le chômage. C'est comme ça qu'on espère réhabiliter la politique. Moi, j'ai longtemps été, je l'ai fait remarquer, journaliste, j'ai longtemps été partisan de l'union de ce que m'appelait à l'époque les républicains des deux rives. Nous avions même fait, avec des intellectuels, avec des politiques, avec des journalistes, une petite association très modeste qui s'appelait à l'époque la Fondation Marc Bloch. Alors on était avec des gens peu recommandables, des chevaliers-dentistes, des gaullistes, des gens. Les mêmes qui aujourd'hui nous invitent à nous asseoir autour d'une table, parce que n'est-ce pas, c'est quand même ce qu'il y a de plus digne dans la politique, s'asseoir tous autour d'une table pour faire le pacte républicain contre le chômage, contre tous ceux qui menacent la République et la nation, ce sont les mêmes qui ont tiré à boulet rouge sur tous ceux qui voulaient que l'on parle encore de la nation, de l'État, de la République, sur tous ceux qui d'ailleurs avaient en commun d'avoir dit non à la fin de notre souveraineté au moment de Maastricht. Tous ceux qui disaient à l'époque eh bien oui, il faut dépasser les clivages, mais il faut les dépasser pour défendre une certaine idée de la nation, une certaine idée de l'homme, une certaine idée, j'y reviens, de la civilisation. Si vous n'avez qu'une question à poser à vos responsables politiques, et peut-être qu'un seul critère, c'est dans quelle civilisation voulez-vous nous faire vivre? Dans quelle civilisation voulez-vous nous faire vivre? Eh bien, ces gens-là, ils s'étaient réunis contre cette idée qu'il ne pouvait y avoir dans le monde qu'une seule politique, qu'un seul modèle de société, une seule forme d'organisation, qu'une seule pensée. Henri Canet, la pensée unique, ça n'existe pas, ben voyons. Moi, je sais, je l'ai rencontrée, puis croyez-moi, elle était battante, la pensée unique. Elle n'est toujours pas, d'ailleurs. La pensée unique, elle est très exclusive. Elle est très dure, avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec elle. Et les mêmes qui me donnent des leçons aujourd'hui, je l'ai dit, plateau de télé, journaliste du Monde, les mêmes nous traitaient de nationaux républicains, c'était l'insulte suprême, on en était presque, le fascisme ne passera pas. Mais le fascisme ne passera pas. C'était ce que les imbéciles en 58 écrivaient sur leurs panneaux quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir. Bon. S'il n'y avait pas eu le général de Gaulle,
libre à vous de penser ce que vous voulez de la suite de l'histoire. S'il n'y avait pas eu le général de Gaulle, il y aurait eu le fascisme. Parce que cet homme, avec tous ses défauts et toutes ses grandeurs, d'abord s'était levé le 18 juin, ensuite avait refusé d'établir une dictature en 1944 dont il avait tous les moyens, et encore en 1958, et quand le peuple l'a désavoué, bien il est parti. Mais les imbéciles défilaient en 1958 en disant le fascisme ne passera pas. Ils nous ont fait le même coup avec la Fondation Warburg, plus modestement, mais enfin très efficacement. Remarquez ceux qui nous l'ont fait dans les années 90, c'était les mêmes qui, en 1968, hurlaient CRSSS. Ils avaient juste oublié ce qui était arrivé à leurs parents. Vous voyez, cher Jean-Sébia, l'ignorance de l'histoire, hélas, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui ont détruit l'école de la République. Ce sont ceux-là qui ont détruit l'enseignement de l'histoire. Ce sont ceux-là qui ont fait rentrer les pédagogistes dans l'école. Il y a une très jolie formule de Régis Debray qui m'a dit un jour, vous savez, la différence entre un républicain et un pédagogiste, elle est toute simple. Le républicain dit pour apprendre les mathématiques à Paul, il faut d'abord connaître les mathématiques. Le pédagogiste dit pour apprendre les mathématiques à Paul, il faut d'abord connaître Paul. Et voilà comment une civilisation s'achemine vers sa fin. Et oui, mes chers amis, et moi j'ai une grande admiration pour ce qu'a fait Espérance banlieue. Je suis allé visiter un lundi matin à Montfermeil, l'école. Je suis arrivé au moment de la cérémonie du drapeau. J'étais très ému par ce qui s'est passé. Mais ça ne suffira pas. Non, nous devons reconstruire l'école. En fait, nous devons tout reconstruire. Nous ne reconstruirons pas une nation simplement par petits bouts. Nous avons tout à refaire. Et la question de l'école, évidemment, elle est centrale. Comprenez, l'école. En France, depuis Jules Ferry, la scolarisation est obligatoire. Pas l'école. La scolarisation. Vous pouvez scolariser vos enfants chez vous. C'est d'ailleurs une concession faite à l'époque à ceux qui voulaient faire l'école à la maison, à ceux qui avaient des précepteurs, à une partie de l'électorat catholique. Les temps ont bien changé. Aujourd'hui, si vous rétablissez l'ordre dans l'école de la République, les gens vont s'en aller ailleurs. Alors encore, les écoles sous contrat contrôlent un peu. Il y a les autres. Vous allez interdire le foulard pour les petites filles à l'école de la République, et vous allez le retrouver dans les écoles qui ne sont même pas sous contrat. Vous allez demander à ce qu'à l'école, on n'enseigne pas le créationnisme, mais l'évolution. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Mais enfin, dans l'école de la République, on n'enseigne pas le créationnisme. Voilà, Eh bien, dans les autres non plus. Dans l'école de la République, on enseigne la Shoah. Ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, et c'est comme ça. Et bien dans les autres aussi. Dans l'école de la République, pardon pour petite divergence, petite pour Voltaire, dans l'école de la République en France, on enseigne Voltaire à nos enfants. On peut être pour, on peut être contre, chacun en fera ce qu'il voudra, mais nous donnons Voltaire à nos enfants. Comme nous leur donnons Molière, comme nous leur donnons tous les grands auteurs et tous les grands penseurs de la France, et chacun en fera ce qu'il voudra. Oui, je sais, ça hérisse beaucoup de gens, Voltaire. Eh bien, ils seront hérissés, mais c'est pas grave. Au moins, ils sauront pourquoi. Et on enseigne Voltaire aussi dans les écoles qui ne sont pas les écoles de la République. On enseigne les croisades dans l'école de la République, parce que ça fait partie de notre histoire. Est-ce que ce sont les pages les plus glorieuses? Je ne sais pas. Je ne veux pas répondre à cette question, mais oui, ça fait partie de notre histoire. Oui, ça a été structurant dans notre conscience collective.
Alors on enseigne les croisades, mais on les enseigne dans les écoles sous contrat et on les enseigne dans les autres écoles. Et pour ça, il faudra se décider un jour à changer la loi et dire, vous êtes obligés d'envoyer vos enfants à l'école. L'école, elle peut être publique, elle peut être sous contrat, elle peut être hors contrat. Mais c'est l'école, elle obéit à un minimum de principes pour qu'elle puisse s'appeler école. Voilà, quelques-uns de ceux que je viens d'évoquer. Et par exemple, que dans aucune école en France, on ne peut mettre un foulard sur la tête d'un enfant. Eh oui, c'est un peu brutal. Simplement, voilà, nous en sommes arrivés à un tel point de désintégration que si nous ne prenons aucune mesure, tout ça va très mal finir. La violence dont parlait Jean-Sébastien tout à l'heure, elle va venir. Parce que lorsque nous serons une juxtaposition de communautés et de tribus, que croyez-vous qu'il se passera dans un pays comme le nôtre? Il y aura la guerre des communautés, la guerre des tribus. Alors il y a bien d'autres choses à faire. On a supprimé le service militaire. Je ne sais pas si on aime beaucoup l'armée, mais enfin, on a supprimé le service militaire. C'est la droite en plus qui l'a fait. Eh bien peut-être qu'il va falloir réfléchir à l'éventualité de remettre le service militaire. C'était la seule fois dans leur vie, dans la société moderne, où les jeunes rencontraient l'obligation. Alors, on n'est pas obligé pendant un an de faire que des activités militaires. Mais enfin, la discipline militaire, elle a ses défauts, elle a aussi ses vertus. Voilà. Elle a une vertu de socialisation dans un monde où les institutions de socialisation sont devenues tellement rares. Et ça vaut pour les garçons et pour les filles. Voilà. Ah ben oui, quand vous êtes dans l'uniforme, vous ne posez pas le problème de savoir ce que vous mettez sur la tête et de savoir si votre sœur elle a le droit de porter une jupe ou pas. Ce sont des questions qu'on ne veut plus se poser, et bien il va falloir que nous les posions. Vous savez, au fond, la politique, c'est assez simple. C'est assez simple. Ça commence par le fait de savoir ce que nous ne voulons pas. Et vous savez, il suffit d'une ou deux choses pour savoir que nous ne voudrons pas de tout le reste du programme. Quand une candidate à l'élection présidentielle dit « Le défilé du 14 juillet, c'est une manifestation militariste », je n'ai pas besoin d'entendre la suite de son programme. Je sais que je serai... je ne serai d'accord avec rien. Effectivement, je ne suis d'accord avec rien. C'était Madame Joly, vous vous souvenez? Bon, quand quelqu'un me dit il faut récompenser les enfants qui acceptent de venir à l'école. Oh, mais c'est une idée qui n'a pas été simplement une idée de la gauche. Hein. On a failli. Ça a été un combat. Eh bien, je sais que je ne serai à peu près d'accord sur rien de ce qu'elle aura à proposer d'autre. Parce que l'école, c'est un cadeau que nous faisons aux enfants. Et c'est pas un cadeau que les enfants nous font, c'est pas dans l'école. Alors on nous dit qu'il faut tout essayer. Mais c'est une terrible inversion des valeurs. Une terrible inversion des valeurs. Et ceux qui pensent que ça n'a aucune importance, je ne peux être d'accord sur rien avec eux. Alors, on pourrait aller encore plus loin, mais vous voyez, entre les partisans de la charte des langues régionales et minoritaires, les gens qui trouvent que le défi du 14 juillet c'est militariste, à part ça ils aiment l'armée, ils aiment la nation, bon, et puis ceux qui veulent récompenser les enfants parce qu'ils vont à l'école, vous voyez, on a de quoi faire, ça fait déjà le ménage dans le paysage politique. Mais oui, mais ce qui me narre, c'est que, au fond, quand on regarde après les résultats électoraux, et les comportements électoraux, on a l'impression que tout ça n'a strictement aucune importance. Et tant que ça n'aura aucune importance pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous, pour chacun des électeurs, eh bien, le système continuera. Vous savez, le propre des systèmes politiques, c'est qu'ils ne conçoivent jamais leur propre fin. Moi, j'ai dépouillé les journaux des années 30, à partir de 1929, de l'automne 1929, d'octobre 1929, les journaux français, il ne se passe rien. Enfin, pas grand-chose. Alors, vers la fin, on commence quand même à se dire, bon, les Hitler, mais c'est pas grave, la Troisième République va durer 1000 ans.
Ah oui, d'ailleurs, on part à la guerre comme si il n'allait pas y avoir de guerre, ça, on appelle ça la grande guerre. Il y a Maginot, c'est bon, ils ne passeront jamais par les Ardennes, ils vont passer par les Ardennes. Je ne sais plus où j'ai vu cette relation d'un conseil des ministres en pleine débâcle, où le président Lebrun se tourne vers le maréchal Pétain et lui dit « Monsieur le maréchal, comment vous expliquez ce que nous sommes en train de vivre ?» Le maréchal répond « Écoutez, c'est la colombophilie. » Oui, on avait abandonné la colombophilie, donc les relations avec les corps d'armée sur le terrain étaient plus difficiles. D'ailleurs, que Végan raconte que quand il est arrivé dans l'état-major général à Vincennes, en remplacement de Gamelin, il y avait un téléphone dans tout l'état-major. Un téléphone. Tout ça avait duré 1000 ans, évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Mais j'ai refait l'expérience sur l'année 1958, c'est très instructif. Du début de l'année jusqu'au mois d'avril, il ne se passe rien. Ah oui, il y a la guerre d'Algérie, il y a des morts tous les jours, on comptabilise les morts. Il y a des élections, si je me souviens bien, cantonales, où on comptabilise les sièges, les machins, qui a un peu gagné, qui a un peu perdu. La 4e République va durer 1000 ans. 1000 ans, on est au bord de la faillite économique et au bord de la guerre civile. On s'en rend compte en mai 58. Et bien jusque-là, le système continue sa vie comme si de rien n'était. Voilà. Eh bien, je sais que je m'écarte un peu du sujet, mais enfin, vous remarquez qu'à chaque fois le sort de la nation était en jeu. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Ne vous inquiétez pas. Bon, c'est difficile, il y a de l'incompréhension, il y a de la colère, il y a de l'abstention, mais enfin, ça va durer 1000 ans. Voilà, il y aura des élections, puis d'autres élections, et puis les battus d'un jour seront les gagnants du lendemain, et puis tout ça va bien. Le parti qui gagne tous les sièges avec 0,5% d'avance, il considère qu'il a été plébiscité par le peuple français. Ça n'est pas grave. Voilà, c'est un sentiment qui me saisit aujourd'hui, est assez étrange. Je pense que nous allons tout droit au bord d'un gouffre auquel la classe dirigeante, elle n'est pas que politique, elle est intellectuelle, elle est journalistique, elle est aussi économique. Nous a menés avec un aveuglement terrible qui ressemble à tous les aveuglements du passé, d'autres circonstances, d'autres époques, autre cause sans doute, mais quand même. Et voilà, fascinés au bord du gouffre, nous apprêtons à nous jeter dedans. Enfin, quand même, regardez l'état du monde. Jamais depuis 1945, les désordres du monde n'ont été aussi grands et aussi terribles. Jamais. Il y a eu la guerre froide, mais la guerre froide c'était un jeu rationnel. Chacun savait ce qu'il pouvait attendre de l'autre, chacun testait les limites de l'autre, personne ne voulait la destruction de la planète. C'était dangereux, c'est un jeu très dangereux, mais beaucoup moins que celui d'aujourd'hui, où nous avons affaire à une totale irrationalité face à des gens qui sont prêts à mourir et à faire mourir tout le monde, puisque de toute façon, ils iront au paradis. Voilà, de toute façon, ils seront sauvés. On a beaucoup parlé de la jeunesse ce soir. Et vous savez, la jeunesse est toujours la même chose. Quand elle n'est pas en accord avec son époque, eh bien, elle a envie de changer le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Donc, quand la société est soumise à une tyrannie, eh bien, la jeunesse renverse la tyrannie, et c'est l'agent de la liberté. Et quand la société est une société de liberté, mais aussi de misère, de désespoir, de matérialisme, tout ce qui fait une société en crise, eh bien la jeunesse qui se révolte contre cette société, elle peut amener la tyrannie. Les jeunesses ont fait les plus belles révolutions et les pires. Je suis très frappé par un livre que je lisais récemment, dans lequel l'historien disait il faut bien comprendre, au début des années 30, le nazisme apparaît en Allemagne comme le seul réservoir d'énergie, de dynamisme, de volonté
regardez ce qu'était la société allemande. Un homme d'affaires français, François Dalle, qui a dirigé longtemps L'Oréal et qui en a fait l'immense groupe qu'il est aujourd'hui, était un ami d'enfance de François Mitterrand. Et il m'a raconté un jour son voyage en Allemagne dans les années 30 avec François Mitterrand. Il m'a dit un jour, nous marchions dans la campagne et passé devant nous un groupe de jeunesse hitlérienne qui courait en tenue sport, t-shirt, torse bombé. Il m'a dit, François est resté fasciné. Et oui, c'était la jeunesse dans toute sa force vitale qui défilait sous leurs yeux. Alors méfions-nous. C'est notre responsabilité de ne pas amener notre jeunesse à faire la même chose. Méfions-nous, qu'à force de commettre des fautes, nous finissions par jeter la jeunesse dans tous les extrémismes, d'un côté comme de l'autre, religieux ou non. Nous avons une immense responsabilité. La jeunesse, elle cherchera du sens là où elle pourra, si nous ne l'aidons pas à en trouver. On a beaucoup parlé de l'école, on a parlé de la culture. Oui, faire aimer à nos enfants ce qui est beau, ce qui est grand. Difficile d'ailleurs. Je me souviens de m'être ému quand ma fille, en 4e, a eu comme sujet inventer une autre fin au CID. Je me suis dit, en 4e, être le rival de Corneille, c'est quand même compliqué. On pourrait peut-être commencer par apprendre à admirer, à comprendre ce qu'est un chef-d'œuvre, avant de se poser en rival de Corneille. Il y a beaucoup de choses à reconstruire, croyez-moi. Mais il n'y a pas que ça. Une société, on va parler des causes sociologiques. Alors, je suis d'accord sur la sociologie individuelle, ceux qui viennent de tel milieu, qui ont rencontré telle difficulté, mais on va voir aussi des choses globalement. Une société rongée par les politiques déflationnistes, c'est une société qui accouche toujours de la même chose. Voilà. C'est une leçon constante de l'histoire. Détruisez la société par l'économie, par la pénurie, par le chômage, et vous aurez toujours le même résultat. Parce que cette société sera une société d'immenses désordres. Vous aurez toujours le même résultat. Quand vous avez trop de désordre, il y a une demande d'ordre qui devient très vite une demande d'ordre excessive. Le balancier, quand il va beaucoup trop loin d'un côté, il finit toujours beaucoup trop loin de l'autre. Donc tout se tient. L'économie, la culture, l'école, oui, nous avons besoin d'une politique. Quelqu'un disait il faut de la densité pour les hommes politiques. Oui. Ouais. Je n'ai pas remarqué d'ailleurs que tous ceux qui avaient les faveurs de l'élection présentaient une densité particulièrement. Voilà. Oui, ça c'est une autre histoire. Vous savez, vous savez. La politique, ça se fait avec les autres. Ça n'est jamais une aventure individuelle. Ça n'est jamais une aventure personnelle. Merci. Voilà. Il faut être réaliste, raisonnable, et non pas aussi déraisonnable que ceux que l'on condamne pour leur déraison. Voilà. Nous verrons bien ce que sera l'avenir. Je constate quand même qu'il est assez difficile aujourd'hui de tenir un autre discours, de vouloir une autre façon de faire de la politique, et surtout de vouloir une autre politique. Non, à la fin, c'est toujours, on va se mettre autour d'une table pour faire le pacte républicain pour le chômage. Bon, avec les mêmes recettes qui nous ont amené la confiance. Oui, mais c'est difficile. La politique, ça se fait avec les autres. Et très souvent, on se retourne et il n'y a personne. Voilà. Merci. Je ne vais pas éterniser mes propos.
juste vous dire ceci, quelqu'un m'a rappelé il n'y a pas longtemps une phrase de Solzhenitsyn. Je viens d'un pays où l'on ne pouvait rien dire. J'arrive dans un pays où l'on peut tout dire, mais ça ne sert à rien. Eh bien, j'espère quand même que la parole politique retrouvera sa force d'entraînement. Parce que si la parole politique ne retrouve pas sa force d'entraînement, les forces d'entraînement viendront d'ailleurs. Et oui, nous avons beaucoup de choses à faire. Et oui, nous avons un pacte à passer avec les Français musulmans. Et oui, nous avons des règles à établir pour savoir ce qui, chez nous, dans notre société, dans notre civilisation, avec notre histoire, nos valeurs, est possible et ce qui ne l'est pas. La liberté de conscience, elle est inscrite dans les gènes de notre civilisation. Mais le séparatisme culturel, le séparatisme social, il ne l'est pas. Il est contraire à tout ce que nous avons voulu construire depuis des siècles. Alors oui, on a le droit de pratiquer la religion de l'islam, on a le droit de pratiquer le judaïsme, le catholicisme. Mais l'islamisation de la société, non. Alors il faut le faire avec respect. Ça manque aussi beaucoup à notre vie politique. Le respect, la générosité, il y a ce qui doit venir de l'esprit, ça manque beaucoup, et ce qui doit venir du cœur, ça manque encore plus. Mais il faut le faire. Il ne faut non pas être dur, mais être ferme. Ferme sur les principes, ferme sur les limites. On parle beaucoup du relativisme. Moi, j'aimerais qu'on remette à l'honneur le mot de limite. Tout a des limites. La liberté a des limites. Toutes les libertés ont des limites. La liberté de circulation, elle a des limites. La liberté de vivre comme on veut, elle a des limites. Et la limite, c'est la possibilité de vivre avec les autres, en partageant la conscience d'une destinée commune et un imaginaire commun, sans lequel il n'est pas de vivre ensemble qui soit possible. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre attention. Évidemment, ce soir, on ne va pas régler le problème politique, on ne va pas sauver la nation. Mais enfin, c'est comme en 40, vous savez. Si quelques personnes gardent au cœur l'amour de leur pays, alors rien n'est perdu. Bon.